Je gaat 's morgens niet opstaan met, oh jongens, wat ben ik blij dat ik blind ben. Er zijn mensen ook die gaan met hun ogen dichtlopen en zo. Die zeggen van, ja, zo erg is het nou. Maar dat is helemaal niet waar. Maar dat is helemaal moeilijk om hen aan het verstand te brengen, dat dat niet zo is. Want als zij hun ogen dicht doen en ze gaan klakkeloos lopen, ja, dan horen ze niks. Dan horen ze geen bomen, niks horen ze dan. Dus dan loop je overal tegenop. Maar daarom kan ik me ook wel voorstellen dat ze zo medelijden doen. Je loopt in de straat en dan lopen ze wel eens van de rijden en blinden of zo. Dat vind ik vreselijk. Maar dan word je dus giftig. Je ne ferai jamais un film où il n'y a pas d'eau. Je crois que je n'ai pas tourné un film sans eau. D'ailleurs, les films ont leurs ingrédients. Il faut des femmes, des enfants, de l'eau, du soleil, du sable. Il faut les pieds, les mains. Il faut l'enlacement. Il faut le moment seul, le moment méditatif. Il faut les naissances, il faut les morts. Un film doit être étoffé par ça, mais c'est peut-être l'eau qui est le plus grand élément qui relie tout ça. Il y a ce sentiment de la pression de l'eau, tout le temps en mouvement qui est devant, par exemple devant notre maison, qui est dans les canaux. C'est quelque chose de positif, de négatif. L'eau aussi peut être terriblement noire l'hiver ou la nuit, une nuit d'automne. On pourrait s'imaginer qu'on disparaît dedans à jamais. Ik kan mezelf niet zien zonder bril. Zonder bril kan ik mezelf niet zien. Andere mensen kan ik zien. Kijken naar andere mensen is verlangen, naar het onbereikbare. Ik zie mensen en verlang naar het onbereikbare. Je voulais être photographe et puis donc cette petite notoriété m'a valu une bourse pour aller à l'IDEC à Paris. Il n'y avait pas d'école de cinéma en Hollande. Et donc je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est de l'image aussi. Je connaissais bien sûr quelques films très visuels, surtout le travail de Carnet, de Pabst, des choses très expressionnistes qui m'appelaient beaucoup. Et donc je me suis dit, ok, je vais dans la création cinématographique. En même temps, j'ai été réveillé à la grande ville, la métropole, et j'ai assez vite décidé de faire mon album sur la métropole, ce qui est devenu Paris mortel, n'est-ce pas? Et le titre, évidemment, n'y est pas pour rien, c'est-à-dire c'est quand même la ville qui peut tuer, où la mortalité, le sentiment que
les choses sont temporaires, provisoires, que les gens, quelque part dans la vie, la grande ville, sont toujours menacés par la mort intérieure peut-être. Tous mes films des années 60, je faisais le montage chez moi sur le petit Moviscope à la main, muette. Et puis j'avais par exemple une semaine au studio de la télévision pour faire le montage sonore et monter le petit synchrone. Et là j'ai commencé donc à combiner le son synchrone et puis l'image muette avec un montage sonore libre. Et puis ça peut aller dans les bruits, dans la musique, aussi de la musique jouée directement, de la musique déplacée librement ailleurs. Donc il y a tout entre le synchrone et le non-synchrone, j'ai trouvé un énorme champ qui est presque un champ de peinture sonore. Et il m'est arrivé de dire que le vrai travail de peinture se trouve justement dans le son. On peut brosser, parce qu'il n'y a pas de cadrage. Qu'est-ce que le style? Je suis arrivé à penser que le style, c'est quelque chose d'un peu plus profond que simplement des caractéristiques extérieures. Par exemple, quand on parle de style, on dit souvent c'est quelqu'un qui fait des films très lents ou qui fait des films seulement en plan fixe ou surtout en travelling. Et je trouve que ce sont des caractéristiques de style, mais ce n'est pas encore une écriture. Et pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'hétérogène, donc de tirer des éléments justement de style, de type d'image, de type d'usage d'image et de son, d'un peu de tous les côtés. Et c'est, je crois, ce qu'on appelle aujourd'hui postmodernisme. Mais bon, j'ai commencé à faire ça, à essayer ça il y a déjà 40 ans presque. Donc, et là, il n'y avait pas de postmodernisme. Il y avait encore l'espoir justement qu'on investissait dans le moderne. Et ce n'était pas encore la mort du moderne. Donc thématiquement, on peut semer ces idées dans un film et puis prendre un autre thème, peut-être le mouvement, le voyage. Bon, on peut voyager de toutes sortes de manières, y inclus dans sa tête. Donc là, on peut tisser un autre truc. L'enfermement, on le trouve de différentes façons. L'enfermement des femmes à la maison, le travail domestique, l'enfermement des gens dans des boulots répétitifs. Et là, on risque de devenir peut-être un peu trop abstrait, parce qu'on a des liaisons abstraites. Donc maintenant, il faudrait que quelqu'un raconte quelque chose de bien, n'est-ce pas? Quelqu'un en chair et en os. Et donc, on va contre ces idées thématiques pour dire, racontez-moi quelque chose. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes excité? Qu'est-ce que vous avez vécu? Inventez-moi quelque chose. Donc il y a toutes sortes de collaborations avec des gens pour raviver le film. Et ça, parfois, ça s'insère aussi dans ces lignes thématiques
ou parfois ça apporte quelque chose de totalement différent. Donc on démarre quelque chose avec une forme en tête, et puis les choses s'ajoutent, se croisent, et il faut toujours se rappeler de tout. Donc il faut prendre des notes quand même. Donc pour moi, c'est une liste d'emplettes. Et je dis, il me faut ça. Et bon, maintenant j'ai ça, je peux barrer ça. Quel est le fil qui unit tous ces... Parce que souvent j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal par association d'idées, comme dans L'œil au-dessus du puits, où il y a le thème de la ficelle par exemple, et puis il y a le filet des pêcheurs, et puis une petite fille se balance sur une balançoire avec une corde. C'est très frappant. Donc, ce qu'elle dit, elle cite L'œil au-dessus du puits, un film tourné en Inde. Et vous dites, il y a le thème de la ficelle. Moi, je n'ai jamais pensé au thème de la ficelle. Donc, c'est ça qui est bien, qu'il y a toujours des secrets, même des choses qui sont secrètes pour moi. Pour un espace comme ça, c'est assez cadré, souvent fixe à l'épaule, c'est-à-dire qu'il y a quand même une respiration du corps dans ces plans fixes. Ce sont des plans souvent tournés très vite, l'espace. Frontal, et puis donc dans le montage, la combinaison de ces choses-là. Donc c'est une construction. Ce n'est pas le balayage de l'espace. Mais puis là-dedans peuvent arriver des choses qui sont de l'ordre de l'immédiat, de l'imprévu. Et là, il y a le mouvement spatial de la caméra. Donc il y a en fait déjà deux principes, c'est-à-dire le mouvement physique avec ou autour ou à l'intérieur des choses, et la surface frontale, oblique, en haut, en bas, en fuite, le sol aussi, et composer donc la boîte d'un espace architectural. J'ai fait dans L'œil au-dessus du puits 2 séquences où c'est le regard sur la ville et je prends un certain nombre de plans de 2-3 secondes. Et n'importe quel sujet est un sujet. C'est aussi, si tu veux, le regard touristique qui est normalement ressenti comme négatif. Comme le film que j'étais en train de faire est assez poétique, assez lyrique, il me fallait une image de transgression. On dit la chose qu'on ne peut pas filmer, la chose qu'on n'a pas le droit de filmer, mais quelque part qui est là tout le temps en Inde. Il me fallait cette image une fois, et c'est le regard, l'échange de regard avec cet homme couché par terre, posé par terre, et qui me regarde moi, aussi avec un regard quand même terrible. Et j'ai été chercher ma caméra quand je l'ai vue. Maintenant, il faut le faire. Je l'ai approché vraiment en tremblant. Je l'ai fait, puis je me suis
approché sur lui. Je l'ai regardé, il m'a regardé, et c'est ça. Donc c'est le moment, je veux dire, le moment d'abîme dans le film, le moment impardonnable quelque part. Ce qui me plaît, c'est vraiment utiliser aussi les moyens de la grande fiction, mais de tourner une séquence en une demi-heure, 3/4 d'heure, n'est-ce pas, 20 minutes, où il y a toute la simulation du vrai cinéma, mais c'est du bricolage. C'est faire comme si. On avait eu cette phrase, je crois, de Jean Rouch l'autre jour. On fait comme si. On est là, mais finalement, ça reste totalement étonnant d'être quelque part. On est toujours donc en échange, n'est-ce pas, entre des choses fabriquées, des choses artificielles, des passages fictionnels et des choses qui arrivent comme ça. Des gens qui arrivent, qui viennent dire bonjour. Moi, c'est une nationalité égyptienne. Comment? Égyptien, c'est moi. Oui. Égyptien. Égyptien. Ouais. Ah, j'ai été là. Comment? J'ai été en Égypte. Ah bon? Oui. En 1980. Où? Au Caire. Oui. Et puis dans la Delta jusqu'à Alexandrie. Ah bon? Oui, oui. Débute moi, Ah oui. Alexandre. Alexandria. Ouais. Et puis à Luxor. Jusqu'à Oui. Luxor et tout l'alentour là. Ouais. Pour filmer aussi. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est bien, c'est mieux, hein? C'est très beau. Ah, bien sûr, là, c'est mieux. Les gens très gentils. Ah oui? En Égypte. Non, Trouver non, du non. travail, ça va? Ça va, ça va, ça va. Le travail en Égypte, ça va. Ah oui. L'argent, il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein? Non, 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 Oui. c'est pas beaucoup. Donc ici c'est mieux pour l'argent. Rester en France, Oui. pour l'argent. Het is moeilijk een arme man aan het woord te krijgen, hoewel er miljoenen van zijn. Fauzi woont met zijn vrouw, zijn broer, zijn schoonzuster en 2 kinderen in een kamer van 3 bij 3 meter in een wijk die aan de rand van de stad verrijst. Nous voici au Caire. On est guidé par un jeune lycéen qui sert d'interprète. Il faut tourner directement sans comprendre ce qu'il dit. Et il est très clair qu'il veut dominer la situation. How is life here in this area? حياتك طبعا العامة في هذه المنطقة. حياتك في هذه المنطقة بتكون ازاي؟ ولا انت تعبان فيها؟ تعبان. يعني كنت مرتاح بقول له مرتاح. Et à un certain moment, ils commencent à parler entre eux. Et là, je sens qu'on me mène en bateau. Et je continue à tourner. سيئة عنك. عن مصر ازاي؟ انا باخده فكرة كويسة. حتى لو انت واحد تقولها كويس. سليم؟ عليك. عشان مش عايزين احنا بينا وبين بعض نكون فيش تعب. كويس؟ انما اكيد مش عايزين يعرفوا عننا اي حاجة. كويس يعني مرتاح. Et après, je comprends qu'il y a une conversation importante sur le filmage, sur le rapport à nous. Et j'ai décidé de le laisser dans le film. Maintenant, un autre élément qui entoure le tournage, c'est la quête constante de l'argent. La question de l'argent qui joue toujours et qui joue presque toujours quand on voyage dans des pays pauvres. C'est une réalité de ce filmage que j'ai voulu mettre justement dans le film. Ce sont des choses qui normalement sont cachées, qui restent en dehors du champ. Et je les ai incluses dans le champ parce qu'on comprend aussi la position de ce pauvre diable qui s'est engagé avec des étrangers. On se rend compte qu'on ne peut rien croire. On ne peut pas croire le cinéaste parce que manifestement, il paye tout le monde, il achète tout le monde. Et on est dans une négociation permanente avec le sujet. Et on ne peut pas croire les gens parce qu'ils sont sous une pression très forte du pouvoir.
Maar we zouden niet vergeten dat we hebben gelachen. Gelachen hebben we veel. En dat zal ik niet vergeten. Want we hebben gelachen. En veel, hè. Donc voilà, notre rue. Et tu habitais à quel numéro? 26. 26. J'ai une dame déjà assez âgée, mademoiselle Matet, et qui avait un petit chien qui s'appelait Whitler. Donc ça, je me rappelle toujours, Whitler, viens ici. Et donc j'étais avec cette vieille dame qui était d'ailleurs très critique par rapport à moi, parce que souvent je ne me levais pas pour aller au cours, parce que l'idée franchement, m'emmerdait beaucoup. Et sur le coin, il y avait toujours 2 prostituées de au moins 70 ans. Oui. Et ça me fascinait aussi beaucoup. Fascinant, une comme ça, et puis une maigre, tu vois, mais très âgée. Et donc il fallait que je passe toujours, j'étais quand même intrigué, mais aussi un peu timide. J'étais quand même un jeune garçon très incertain, souvent très seul dans cette ville, bouleversé par tout ce qui s'y passait. Donc j'avais aussi beaucoup d'angoisse. Mais c'était ça peut-être qui nous rapprochait, parce que d'une autre façon, j'étais dans la même situation que toi, puisque moi-même j'étais émigré. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, et que j'ai toujours été extrêmement seul à Paris. Est-ce que tu te considères aujourd'hui encore en guerre? Parce que j'ai ce sentiment. Et quand même, est-ce que tu peux dire que tu es, dans toute l'histoire, devenu quelqu'un d'heureux? C'est assez contradictoire, là encore, puisque être en résistance, c'est être tout le temps contre. Donc on ne peut pas être heureux en étant contre. Mais en même temps, je sais pourquoi je suis contre. Je sais contre quoi je me bats. Je sais les raisons que j'ai choisi de me battre, pour lesquelles j'ai choisi de me battre. Et donc, dans ce contexte-là, disons, je suis apaisé. Donc, c'est contradictoire d'être en même temps résistant et apaisé. Mais c'est le cas. C'est-à-dire, si tu veux, je ne suis de moins en moins... Je suis très en colère, et en même temps, c'est une colère maîtrisée. Autrefois, la colère était le moteur. Et c'est peut-être ce qui confond aussi les gens, qu'ils ne voient plus cette colère. Donc, c'est un autre Johan. Mais pour moi, c'est... Je fais le même truc, mais plus tellement dans la colère. C'était une chose très dure, parce qu'on était tout de suite sur, disons, la question, sur l'antisémitisme, etc., tout de suite inculpé. Donc il y avait très peu de marge de jeu. Donc je pense que c'est le film peut-être le plus conventionnel que j'ai fait, parce que par la force des choses. Et d'ailleurs, donc c'est un film à la demande du Comité Palestine des Pays-Bas. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'éviter le film pendant un an et demi. Mais après, je me suis dit, tout mon discours politique que j'avais un peu développé avant ne vaut rien si je ne peux pas en parler.
Donc ça, ce sera assez vide. Donc j'ai cru qu'il était nécessaire de le faire. L'idée de trace est toujours très forte. Aussi le besoin quand on, disons, est témoin de quelque chose de fort ou quand on vit quelque chose d'intense. Même une lumière qui tombe sur une table chez moi, on a parfois envie de conserver un moment. C'est aussi des moments de bonheur comme ça, sans grande signification parfois. Ou des choses très fortes dans l'événement. Donc ça peut être toute l'échelle. Je pense que le regard, c'est quelque chose de souvent très violent. C'est-à-dire, du moment qu'il y a cadrage, qu'il y a découpe, il y a quelque part une violence. C'est en rapport, je crois, avec cette idée du fragment. Parce que l'image est incomplète. Oui, et parce qu'on est découpe, c'est l'excision, n'est-ce pas? Donc, je sens aussi une image forte vient toujours disons, de la chose vue, mais autant de la projection de l'œil dessus, la volonté de presque bombarder le monde de son regard. Et l'image est quelque part l'entre-deux. Donc entre la projection, ce que projette le sujet et ce que projette celui qui regarde sur le sujet. Ça va? Tu m'embrasses pas? Ah oui, bien sûr. Hein? Je sais que j'ai bien. Excuse-moi, j'ai un peu de retard. Je m'étais totalement égaré dans les petites ruelles. Ce qui m'a frappé, c'est que pendant nos années d'études, on n'a pas su déceler des gens comme toi. Je citais Bersosa aussi. On était complètement pris par les problèmes de la guerre, tu vois. On a été quand même une des promotions extrêmement concernées et dramatiquement concernées. Hein. Et donc, on était tellement persuadés que nos problèmes étaient les seuls sur Terre qu'on ne faisait pas attention aux autres, tu vois. Oui. Pour moi, le séjour à Paris, ça a été une première prise de contact avec la politique. Je suis souvent allé dans les manifestations, j'ai photographié la très grande manif pour la démocratie. Cette sensibilité-là, tu l'avais déjà en arrivant à l'IDEC ou est-ce que ça t'est venu du fait de la guerre d'Algérie? Je crois, oui. J'avais assez tôt un sentiment de conflit social. Mon père était venu enfant de milieu archi-pauvre. Il y a toujours dans des gens comme ça cette mémoire, n'est-ce pas? Ils ne sont jamais à leur place. Et ça nous a marqué, je crois, comme enfants. Et ça m'a donné un sens aigu aussi de ce truc de place. Quels étaient tes cinéastes préférés? Je me souviens pas. Une grande découverte était Ophuls. Hitchcock, je ne sais pas, c'est peut-être venu un peu, c'est venu après avec Vertigo. Je ne l'ai pas mis dans nos dieux, non. Ah oui, pour moi, il est devenu très très important après. C'est-à-dire Vertigo, c'était un grand moment. Et un film qui m'a particulièrement fasciné, c'était Marnie. Ah oui. Parce qu'il est complètement dans un univers fermé. Et ce que je cherchais aussi beaucoup se trouvait là. Il se passe peu de choses, finalement. C'est seulement des projections de l'un sur l'autre. Et c'est quasiment tout. Et on est pris dedans. Et on comprend un petit peu
ce qui se passe, mais finalement c'est le fait des rapports entre les plans qui crée une espèce de magie. Et puis sont venus évidemment les films de Godard. Disons, quand j'ai vu À bout de souffle, je voyais ce film et littéralement je n'en pouvais pas dormir. Ah tiens. C'est-à-dire le fait que quelqu'un intervienne comme ça dans le rythme des plans, n'est-ce pas, qui simplement... Bon, l'histoire de ça était que les plans étaient simplement trop longs, je crois, c'est ce qu'on a dit après. Donc il coupait au milieu. Il coupait au milieu des plans. Oui, et puis, paf. Et donc cette espèce de nervosité du rythme, pour moi c'était totalement nouveau. Et je me suis dit, maintenant on va pouvoir faire le cinéma comme on veut. N'est-ce pas? Il y avait une espèce de permission de faire des trucs. N'est-ce pas? Dans tes films, on trouve ça très, très nettement. Oui, c'est la question. Tu coupes où tu veux, vraiment. Oui. La grammaire au diable. Oui, oui. Mais c'est vrai que jusque-là, je me demandais, est-ce qu'il doit y avoir une grand-mère? Je ne le pensais pas, mais je n'avais pas la confirmation. Donc là-dedans, je l'ai trouvé et je me suis dit, bon, il y avait un monde qui s'ouvrait. Il y a une grammaire dans tes films, hein. C'est pas parce que tu coupes dans les plans qu'il n'y a pas de grammaire. Hein. Ce n'est pas n'importe... Oui, mais c'est des règles qu'on peut établir pour chaque film. Je suis toujours amené d'aller d'une chose à une autre parce que le film se joue toujours sur différents lieux en même temps. Donc il faut chercher des passages ou bien à travers le son ou bien à travers des assonances ou des oppositions de mouvements, mouvement, arrêt, 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 mouvement, mouvement, enchaînement, heure, opposition sonore, assonance sonore, le même bruit qui continue. Tandis qu'un autre s'y faufile, n'est-ce pas? Donc toutes ces couches. Mais là, ce que je trouvais très beau, c'est le cri « Ouah !» C'est quelque chose donc à la fois d'êtres qui sont libérés, n'est-ce pas? Mais aussi donc d'un emprisonnement. Et encore la cage de l'ascenseur, c'est encore une prison et il y a un peu de retard pour l'ouvrir, il faut passer la main dehors d'abord, il faut que quelqu'un vienne aider. Voilà le nouveau qui arrive en plein mouvement, tac, et puis on coupe, là c'est intéressant. Donc là on arrive dans une autre intensité. Pardon. Tac. Donc c'est ce clac, n'est-ce pas, juste après la coulure, n'est-ce pas? Ding, 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 tac. Et puis il peut descendre.
Et là, ça reprend donc presque sur la même idée de tac, tac. Oui. Puis, mais maintenant, la chose est absolument régulière. Tandis que là, dans l'autre tic-tac, il y a un tas de suspense, de temps mort, dans lequel le regard pouvait exister. Mais ici, c'est le tac, tic-tac. C'est le risque de ce cinéma. Il n'est pas stable. Il n'est pas le rapport entre le sens et le signe n'est pas stable. Hein? On ne peut pas dire, on ne peut pas lire avec certitude qu'on parle de deux types d'enfermement, où l'un peut-être qui est à la fois plus misérable et peut-être un petit peu plus, légèrement préférable à l'autre. Et d'où ça tient et tout ça, on ne peut pas savoir. Mais bon, affectivement, on fait un drôle de voyage où on se dit, qu'est-ce que je dois penser? Et si on se dit déjà ça, qu'est-ce que je dois penser de tout ça? Ça me touche, mais je ne vois pas totalement clair où situer ces 2-3 séquences. Donc cette incertitude sur quoi est dit exactement, pour moi c'est quelque chose de très fort. C'est vrai que c'est un peu la lumière que tu avais, toi, dans tes photos, hein, cette lumière naturelle, ça, oui. Excessivement avec des travaillée. trous dans le noir, comme ça, oui. Mais tu poussais, hein, peut-être les... Aussi, oui. Hein? Donc maintenant, c'est fabuleux, hein. Ouais. Fabuleux. C'est fabuleux, hein. Tu étais une année avant moi, hein, oui. dans l'année de Petro, d'un certain nombre. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était ça. Alors, on écoutait cette musique, hein, ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Jerry Mulligan Quartet avec l'Iconite, hein, oui. Love Man, hein, tu sais. Et puis, des fois, tu développais. Des fois, tu étais dans ta petite... pas exactement celle-là, mais une petite cuvette. Oui. Et tu développais. Bon, on ne te voyait pas dans le développement, mais tu lui disais d'attendre, et puis tu sortais. Et j'accrochais le film, et tu accrochais le film à côté du lit. Oui, comme si tu faisais du linge. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'ai le souvenir de t'avoir vu, alors une cérémonie à Rue d'Ulm, pas au Trocadéro. Et là, tu m'as vu, mais Et tu étais tellement occupé que j'ai pas osé te... Ah, c'est terrible. Oui. Et d'ailleurs, je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu étais timide comme ça. Bon, et ça m'a frappé parce que, bon, on s'est pas revu après et on s'était pas revu avant depuis 61. Mais comment tu ressens maintenant le moment de se retrouver? Est-ce que tu as l'impression que tu as vécu beaucoup de choses? Bon, je crois qu'on n'en vit jamais assez. Hein. Tu penses? Oui. Jamais assez. Mais tu as l'impression... Parce que je te vois pareil au point de vue disons du rire. Du rendu. Du rire. Mais toi aussi, puisque je t'ai dit tout à l'heure qu'en fait, je te trouvais plus jeune aujourd'hui que quand tu étais là. Parce qu'ici, tu étais vraiment un peu masqué.
d'une certaine manière. Oui. Bien sûr, il y avait le rire, il y avait les moments où on buvait des coups et où tu étais content de nous montrer tes photos, mais il y avait comme un masque comme si la Hollande te manquait. Il est vrai que, disons, je me sentais beaucoup plus mélancolique qu'aujourd'hui. Et je me rappelle même avoir dit, avec James Blue, que tu connais bien, que j'ai connu à Alger dans aussi. une conversation avec une autre personne, oui, on est déjà vieux. Oui, mais Cette phrase, ça me revient maintenant, on est déjà assez vieux. Et après, effectivement, je n'ai plus eu cette impression. Tu as rajeuni sans cesse, voilà. C'est-à-dire maintenant, je me sens beaucoup moins comme appartenant à un certain âge. Je me sens beaucoup plus enfant, quoi. Beaucoup plus capable de jouer. De foto is een herinnering. Ik herinner mij wat ik nu zie. Maar de film herinnert zich niks. De film gebeurt altijd nu. Zie op het dak. Zie op het dak filmen. Ja, een dak op filmen. Je ook dak over filmen, leuk. En die voeten. En die voet. En die voeten. En de één voet. En met vernagels. En die lak. Die lak, die lak. En die lak. En die lak. En die lak. Die lak en die lak. Wangen naar. Oep. On peut voir, je crois, dans ce que j'ai fabriqué, des phases où c'est totalement épuré, totalement mis à plat, vidé, même vidé d'anecdotes, même pas quasiment vidé de sens. Et j'ai souvent eu l'impression que là où c'est le plus vide, le regard est le plus dense, l'expérience est la plus pleine quand le sens est le plus maigre. Donc on peut dire, si on réduit les informations, on fait s'accroître la perception. Évidemment, si on continue à faire s'accroître la perception, on finit sans doute dans la religion. Et à ce moment-là, je dis, oui, mais il se passe plein de trucs dehors. Écoute, faut aller là. Oui. Mais quand je suis là, j'ai la nostalgie de ce domaine où il ne se passe rien du tout. Oui, Et l'essentiel, disons, là où le cinéma est pleinement cinéma, c'est peut-être là où l'art est peut-être pleinement l'art, et là où il ne se passe rien du tout. Mais seulement l'art ne peut pas être pleinement l'art. Parce qu'il y a ce truc qui se passe dehors, donc il doit toujours se prostituer. Et prostituer, c'est un mauvais mot, mais s'humilier devant et se mêler des affaires et devenir une grosse gueule qui commence à gueuler là-dedans et à bouger là-dedans et qui, c'est pas prostituer, c'est peut-être simplement se solidariser avec les trucs, la banalité aussi de la vie, la pulsion de la vie.
Il y a deux forces ou deux contraires. Mais ce qui est intéressant, que tous les deux lorgnent vers un troisième point, peut-être un point inconnu. Ce qui serait peut-être l'entre-deux, mais qui ne se situe pas entre deux, mais encore à une troisième position. Et si on arriverait à concrétiser le film ou le travail dans ce troisième domaine, il serait peut-être possible de faire un art plein et qui sort de cette nostalgie de la pureté ou cet engagement dans l'impureté et se situe là où tout peut se passer en même temps et tout peut finalement s'harmoniser pour une millième de seconde. Parfois, la forme, la volonté de filmer de telle ou telle façon est très sensible, et parfois c'est beaucoup plus en retrait. Et donc là, il y a un jeu varié, n'est-ce pas, même à l'intérieur d'un film, où soudainement on peut se rendre compte, mais la caméra est totalement là. Ah, tout ce qu'on a vu, c'est quand même à travers une caméra, à travers quelqu'un qui regarde, qui veut voir, qui ne peut pas tout à fait voir, mais qui fait un effort. Et puis on peut se retirer à nouveau, laisser les choses couler, comme si la caméra n'était presque pas là. Mais moi, je sais, elle est toujours là.